Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo pour mon espace ancien tennis. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un prof, d'un enseignant passionné qui fait des émules sur son programme d'apprentissage et tout ce qu'il met en place. Il est enseignant BE3, donc il n'y en a pas beaucoup en France. Il nous le dira plus précisément lui dans l'interview. Il s'agit d'Olivier Le Thor. Donc bonjour, on accueille Olivier Le Thor. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Olivier, tu vas te présenter, mais on va revenir ensemble sur des éléments de ta carrière tennistique, entre guillemets, d'enseignant, des choses que tu as fait, de tes recherches, parce que tu vas nous en parler un petit peu plus, mais tu as un diplôme qui est pas très... il n'y en a pas beaucoup en France, en tout cas, et ça va être hyper intéressant, je pense. Donc, Olivier, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? D'accord. Bah, écoute, déjà, bonjour et merci à toi de m'accueillir dans ton studio d'enregistrement. Donc, bah, je vais me présenter. Donc, Olivier Le Thor, je suis enseignant professionnel depuis 1982, l'année où j'ai eu mon BE1. Et donc, moi, j'ai enchaîné BE1, BE2 en 1984. J'ai attendu, à l'époque, il y avait 2 ans, il fallait attendre 2 ans entre les deux, ce qui était une bonne chose. Ça a disparu, ça, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça m'a permis pendant 2 ans de me faire la main et puis d'avoir envie de continuer à me former pour passer ce BE2. Bon, j'ai un parcours assez classique dans la mesure où, donc moi je suis parisien d'origine, donc là tout ça c'était en région parisienne. Euh, Bah, j'ai voulu être prof de tennis moi très tôt. Euh, Quand j'étais petit, en fait, il y a 2 ou 3 personnes qui m'avaient marqué, qui m'avaient donné envie de faire ce métier-là. Alors je jouais à côté, mais c'était pas une époque où je jouais pas 12 mois sur 12. Par exemple, les tournois, je les faisais surtout l'été. Pour moi, les tournois, c'est synonyme de vacances. C'est pour ça que j'avais du mal à jouer pendant l'année. J'ai toujours eu du mal, de toute façon, à jouer et à enseigner en même temps. C'est pour ça que j'ai pas joué beaucoup. Euh, mais voilà, donc j'ai passé ce BE1 en 82, après une année de formation au CREPS. À l'époque, c'était au CREPS de Montry. Et, et puis, bah, j'ai commencé ma carrière par donner des heures à droite à gauche, comme beaucoup d'enseignants quand ils ont leur DE, enfin de jeunes enseignants. Euh, J'avais quelques heures en région parisienne. Et puis c'est bien parce que ça m'a permis pendant 2 ans de me faire la main sur des publics très différents, des petits, des moyens, des adultes. Moi, j'étais pas très très à l'aise, euh, mais ça me plaisait. Voilà, j'avais surtout très envie d'enseigner et de faire ce métier-là que je rêvais de faire depuis très longtemps. Euh, les 2 ou 3 personnes qui m'ont inspiré, c'était Jean-Claude Marchon, j'en parle souvent dans mes formations, avec qui j'ai travaillé, et puis Gilles Massias, qui était le père de Jean-Claude Massias, qui était mon prof à Paris, et puis Pierre Forger, qui était le père de Guy Forger, avec qui j'ai appris à jouer l'été quand on était en vacances, parce que dans notre club de vacances, la famille Forger venait, lui, il était prof du club, et puis avec Guy, bah, on faisait les 400 coups à côté, puis on jouait au tennis tous les deux. Donc voilà. Donc, et Pierre Forger, c'est un monsieur c'est un grand monsieur, je me souviens, qui avait été en première série, qui était encore à 2-6 ou à 0, qui avait déjà 45 ou 50 ans. Et c'était l'époque des leçons individuelles. Les gens réservaient des leçons auprès de ce monsieur-là d'une année sur l'autre. Et j'allais le voir travailler pendant des heures. Je le regardais jouer, je le regardais. Il avait un style qui était particulier, qui était joli. C'était puis une façon de parler. C'était un monsieur qui était très calme. Et en fait, je le regardais pendant des heures travailler. Je me disais, ah, j'aimerais bien un jour faire la même chose que lui. Ouais. Donc voilà, je me souviens que j'en avais reparlé avec Guy. On s'était retrouvés. Il était venu passer 2 jours à la maison l'année où il a fini sa carrière. Et puis on avait rejoué tous les deux. Mais je lui ai dit, si j'avais la possibilité, c'est avec ton père que j'aimerais bien rejouer au tennis parce que c'est un monsieur qui m'avait marqué. Voilà. Donc voilà, c'est des souvenirs un peu Et de. ça, tu vois, on le retrouve souvent quand même, hein. Quand tu parles d'enseignant à enseignante, l'enseignant est capable de te dire un ou deux enseignants qui l'ont marqué.
et qui Mm. ont fait qu'il a envie de basculer. Et c'est Ouais, vraiment important que nous, on soit là et qu'on fasse ressentir ces mêmes choses-là aux enfants, quoi. ouais. Ouais, Et c'est vraiment des rencontres. Je crois beaucoup aux rencontres. Il y a des ouais. gens qui marquent comme ça, qui donnent envie, ou inversement, des gens qui Oui, et oui. Et ça, c'est, oui, ça peut être le nous, cas aussi, hein. nous Ouais, détourner d'un chemin et en se disant plus jamais ça, je le ouais. fais. Et c'est à double, ça marche dans les deux sens, hein. Euh, voilà, donc après, bah, j'ai eu la chance aussi à Paris. J'étais après dans un club qui est le Tennis Club de Paris, Mm. où j'ai entraîné pendant 2 ans. J'ai entraîné des joueurs. Tous les matins, j'avais un groupe de filles qui étaient entre -2, -4 et première série. Mhm. Et puis après, j'ai un groupe de garçons, ils étaient un peu plus forts, entre -15 et première série. Donc j'ai fait ça pendant un an, c'était intéressant. J'avais le soir les meilleurs jeunes. Donc du coup, j'ai eu une expérience assez large avec, ça allait du mini-tennis, l'école de tennis, de l'entraînement bah, de haut niveau quand même, parce que j'avais des garçons, c'était des joueurs qui jouaient sur le circuit. Donc bon, j'étais pas un bon enseignant, mais ça m'a permis de découvrir des publics et des mondes différents. Et Donc là, t'avais senti ou tu le sentais depuis le début que tu allais être attiré plutôt par les petits? j'étais, Tu te sentais plus à l'aise déjà avec ce public-là? à ce moment-là, je sais pas. Ouais, À ce moment-là, je travaillais beaucoup avec Jean-Claude Marchand, qui lui était très marqué mini-tennis ouais. et petit. Je faisais de la formation d'enseignants avec lui, de la formation de cadre. Mmh. Euh, donc ça me passionnait. Ouais. Travailler avec lui et sur la formation d'enseignants, ça me passionnait là déjà. Donc j'étais très marqué mini-tennis, mais entraîner les joueurs forts, je trouvais ça sympa, c'était valorisant. Mmh. Moi qui n'étais pas un bon joueur de tennis, je trouvais que c'était rigolo de me retrouver sur le court avec 2 -30 et deux premières séries. Et puis, c'est des joueurs avec qui j'avais un bon feeling. Il y en a même un qui m'a demandé de le suivre après pendant un an sur le circuit, ce que j'ai pas fait parce que, enfin, je l'ai entraîné, mais moi, je restais à Paris. Ouais, Donc, c'était plutôt valorisant, je dirais. ouais, Après, avec du recul, euh, avec du recul aujourd'hui, je me dis ce que je faisais à l'époque, c'était n'importe quoi, ouais. euh, mais j'avais un bon contact avec eux et je pense que c'était là l'essentiel parce que bah, c'était une belle période. C'était sympa, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de rencontrer des coachs de l'époque, des gens décédés aujourd'hui, mais qui m'ont, par des discussions, par des contacts avec eux, Mmh. m'ont appris plein de choses. Mais voilà, c'était plus l'aspect relationnel et Ouais. humain que je retiens de ça plutôt que la partie terrain. Je pense que tu vois, si on en parle avec, si on avait un coach et son joueur à chaque fois, je pense que allez, sur un échantillon peut-être de 20 ou 30 binômes, ben, il y en a peut-être 60%, 70% qui vont te parler de la relation humaine, plutôt que Ouais, ouais, plutôt que du ouais, tennis. Ouais, ouais. ouais, Oui, le contenu, c'était pas très. Je faisais croiser des croisés, du panier, je faisais des ouais. trucs classiques. Puis Mmh. en plus, là, il faut se remettre dans le contexte, c'était en 84, Ouais, bah, c'était assez pauvre, hein. Enfin, mmh, il n'y a pas grand-chose. mmh, Donc voilà, mais j'ai vécu des trucs très sympas. Il y avait un coach qui s'appelait Jean-Pierre Bergerat qui entraînait un jeune junior, mais qui était un coach qui était réputé sur le circuit. Je me souviens que il y avait, au moment de Roland-Garros, il y avait un garçon qui s'appelle Thomas Schmid. Alors Schmid, il faisait partie des 4 meilleurs joueurs du monde sur terre battue. mmh, Il était venu les gens venaient le voir pour régler un coup avant des tournois. Donc mmh, avant Roland-Garros, il l'avait eu pendant 3 ou 4 leçons individuelles. Tu vois, c'était des leçons individuelles qu'il donnait. Et j'allais avec lui sur le terrain. Donc j'étais avec ce monsieur-là. C'était un monsieur en plus qui faisait, je sais pas loin de 1,90 m, qui était très, très costaud, qui était un gars qui était réputé mondialement et qui, comme j'avais son joueur à l'entraînement, un junior à -15, je me souviens qu'il était venu me voir le premier jour. Alors, il rentre sur le cours, déjà, c'est impressionnant parce que ouais, moi, j'étais jeune prof. Et puis, il vient me dire, bah, écoute, voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bergerat. Bon, ben, oui, je sais. Euh, je viens de voir si tu as besoin d'un coup de main, que je te ramasse les balles, etc.
Je lui dis non, c'est moi qui vais ramasser les balles, puis tu vas m'apprendre mon métier surtout. On va inverser le truc. Mais j'ai passé un an avec ce monsieur-là pratiquement tous les jours, quoi. Ah, c'est bien. Ah, ouais. Donc, ça vaut toutes les formations. Voilà, donc forcément, il en reste des choses. Donc voilà, c'est plus ces moments-là que je retiens, tu vois. Et justement, tu vois, là, c'est intéressant parce que du coup, ça peut faire le lien avec justement ce qu'on est en train de parler, de mythes et tout ça. Toi, à cette place-là d'enseignant, du coup, tu as un exemple devant toi. Tu n'es pas obligé de copier-coller à ce qu'il fait, mais en tout cas, tu avais un exemple devant toi. Comment tu faisais? Tu vois, tu te mettais, tu regardais ce qu'il faisait, tu regardais comment il travaillait, tu te notais les attitudes, le savoir-être, le savoir-faire, tout ça? Ben, en fait, j'avais son joueur, moi, qui faisait partie du. J'avais une douzaine de garçons entre -4, -15 première série, dont ce joueur, Andrew, qui était à -15, qui est marrant parce que j'ai retrouvé sur une formation en Normandie, parce qu'il est prof maintenant, il a une quarantaine d'années maintenant, donc c'est rigolo de se retrouver 45 ans, hein. Et, et non, moi, moi, il venait, il assistait aux entraînements, mais il intervenait très peu, il venait, ou c'est moi qui allais le voir, lui demander des conseils, mais c'est moi qui étais l'entraîneur, donc lui, il regardait. Il amenait son joueur, il le regardait jouer, il repartait, on faisait des matchs, il commentait avec moi. Je me souviens d'une fois où son joueur faisait 2 ou 3 doubles fautes de suite. Il me dit, bah, tu vois, ça c'est le signe que si j'interviens pas, il va continuer à faire des doubles fautes. Mm. Ça veut dire qu'il pourra jamais être joueur de haut niveau. Oui. Euh, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont marqué, tu vois. Euh, ouais, après, je l'ai vu travailler parce que des joueurs du circuit venaient le voir avant Roland-Garros notamment. Donc là, j'allais sur le court, il m'autorisait à venir et puis je regardais ce qu'il faisait avec Schmid. Je me souviens que pendant une demi-heure, il avait mis Schmid collé contre le filet, le ventre dans le filet, et Schmid devait mettre sa raquette de l'autre côté du filet. Et Bergera était de l'autre côté et faisait des échanges avec lui en lui envoyant les balles. Mais comme Schmid avait la raquette contre le filet, bah, il était obligé de prendre la balle devant. Et Ouais, ouais. voilà, peut-être que tout ça, ça m'a marqué aussi inconsciemment. Mm. Et je me souviens qu'il a joué pendant une demi-heure avec Schmid comme ça, en jouant sur lui, en le déplaçant ensuite. Mais Schmid, il avait le filet contre le Oui. ventre. Et bon, c'était juste c'était avant Roland-Garros. Bon, voilà, c'est Tu des vois, petites choses comme ça qui qui m'ont. c'est ouais, je crois que c'était parce que nous on s'est rencontrés dans le cadre de la formation DE, mais je crois que sur cette même année de formation, j'ai eu l'intervention, je crois, de Jean-Marc Dubos qui en parlait de Roger, et il disait que justement chaque début d'entraînement, et je ne sais même pas si c'est pas toi qui l'avais dit, je sais plus, c'est peut-être toi, je sais plus. En tout cas, ce qui m'avait marqué également, c'était que justement pré-match ou pré-entraînement, avant de commencer chaque match ou chaque entraînement, il se préparait évidemment et il tapait beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles à vitesse lente dans les carrés, mais en faisant attention de prendre. C'est toi qui l'avais dit peut-être, non? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et Ouais, il avait joué avec Jérôme Enel, qui était son sparring partner en 89, en 2009, l'année où il gagne. ouais, Et Jérôme m'avait raconté ça, ouais, qu'il jouait beaucoup dans les carrés et très très lentement, à une ouais. vitesse très très lente. Mm. Ouais, ouais. Et jamais, jamais avec des balles adaptées, hein. Alors non, je crois qu'il jouait avec que des balles dures. Bon, après, lui, Mais il a une après, telle maîtrise que oui. lui, je dirais que c'est la balle qui s'adapte à lui, hein. Il n'a pas besoin de s'adapter, lui. Mais je me dis que ça peut être intéressant, tu vois, parce que souvent dans les clubs, on pourra peut-être en parler, souvent dans les clubs, tu vois, c'est difficile de faire passer le message comme quoi ces balles-là, elles sont utiles à l'apprentissage et aux acquisitions. Mais si on savait, mais on le voit pas, mais si les parents savaient un petit peu plus les bénéfices et les bienfaits que ça a, ben évidemment, ce serait plus facile de faire passer, tu vois, et pour peu qu'il y ait des grands qui l'utilisent en temps. Tu vois, Ouais. quand on parle de promotion de tout ça, du travail, euh, ça peut être intéressant de point de vue comme de la Fédé, de faire taper des mecs avec ces balles-là pour rentrer dans la tête des gens et leur dire, OK, ces balles-là, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas que pour les enfants, tu vois, et il y a des possibilités, même adultes, quand tu débutes, de passer par ces balles-là, et c'est pas une honte, tu vois, il y a des gens, ils ont presque honte de jouer avec des balles comme ça, au contraire. Bien sûr. Mais après, moi, c'est toute la partie apprentissage, recherche qui m'a fait comprendre un petit peu toute cette. Ouais, donc du coup, si on reste sur si on reprend la chronologie, du coup, tu as ton BE1, BE2 dans la foulée, et du coup, BE2, 2 ans après, en 84, voilà. Puis là, je reste à Paris. Après, je rentre dans un club
où je prends la direction sportive. Alors c'est là que j'ai commencé à basculer un petit peu, où je me suis rendu compte que l'enseignement, ce que je faisais, c'était… En fait, je récitais ma leçon, quoi. Je Ouais. récitais ce qu'on m'avait appris en formation de façon assez scolaire. Et euh, ouais, je récitais ma leçon, mais je pense que c'était normal. J'avais tellement envie de faire ce métier-là que je voulais, pour moi, le faire bien, c'était faire ce que j'avais appris en formation. Mm. Euh, mais je voyais bien sur le terrain qu'il n'y avait pas d'effet. Il n'y avait Mm. pas d'effet immédiat, il n'y avait pas de… Les enfants ne progressaient pas, les adultes non plus. Ils venaient, en fait, à la fin de l'année, je me disais, je les aurais vus ou pas vus, en fait, ils auraient le même niveau, en fait. Euh, je n'avais pas l'impression, je me dis, entre le début et la fin de l'entraînement, si j'avais rien fait, ils auraient eu le même niveau, quoi. Et donc j'ai commencé à sortir un petit peu du tennis à ce moment-là pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Et c'est là, en allant voir d'autres activités, que j'ai pris des idées, des choses que j'avais, ouais, que j'ai vu fonctionner devant moi. Alors, j'avais isolé ça pour les enfants de 8 à 10 ans parce que c'était les enfants qui sortaient du mini-tennis. Mm. Le mini-tennis, j'étais plutôt bien, enfin, c'était plutôt en place, mais à force de côtoyer Jean-Claude Marchand, là, j'étais au point. Mm. Mais il y avait un trou entre le mini-tennis et puis la pratique, l'apprentissage du tennis, parce qu'à l'époque, dans les écoles de tennis, il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait que des balles dures. Oui. Euh, il n'y avait que ça, hein. Et en plus, on mettait dans les écoles de tennis les balles dures qui étaient les balles pourries que personne ne voulait Ouais. utiliser, quoi. Tu sais, un coup, tu avais une balle qui rebondissait très haut, la balle d'à côté, La on se passe. disait, bah, l'équipe première ne peut pas jouer avec, mais les enfants, de toute façon, comme ils ne savent pas jouer, ils ne verront pas la différence. Alors, c'est sûr qu'ils ne voyaient pas la différence, mais à la fin de l'année, ils ne savaient toujours pas jouer. Et donc, bon, tout ça fait que moi, je me suis un peu remis en question. Ouais, ça m'embêtait en fait de, 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 de voir que mon rêve d'enseignant s'écroulait un peu parce que Mm. je l'avais un peu idéalisé le truc. Ouais. Puis en fait, ça marchait pas, quoi. C'était où j'étais pas bon, ou c'est un tout. Hein. De toute façon, j'étais sans doute pas bon. Mais voilà, donc je suis allé prendre des idées ailleurs. Et puis en allant prendre toutes ces idées ailleurs, à la fin de l'année, j'avais réuni une dizaine d'idées, pas plus. Mais toutes ces idées que j'avais vues m'avaient scotché. En fait, j'avais identifié des choses. Quand ça marchait, j'essayais de reconstituer le parcours entre le moment où l'enfant n'y arrivait pas et le moment où l'enfant y arrivait. Mm. Et je notais l'idée et le processus par lequel le prof était passé. Et puis à la fin de l'année, j'avais donc noté une dizaine d'idées, une dizaine de processus comme ça Ouais. d'évolution. Simplement, ça n'avait aucun lien avec le tennis parce que Mm. ces idées-là venaient d'autres disciplines, la poterie, la harpe, le piano, le hockey sur gazon. Mm. Enfin, j'avais vu plein de sports et plein d'activités à la fois culturelles, musicales, manuelles, etc. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu le lien que je faisais entre toutes ces activités-là, c'était l'apprentissage. Et donc, j'ai mis en fait toutes ces idées-là dans un checker, j'ai mélangé tout ça, Mm. et puis j'ai créé un concept à l'époque que j'appelais, qui n'avait pas de nom d'ailleurs, ça s'appelait Projet pédagogique, et c'est une journaliste de l'époque de France 3, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, FR3, qui était venue faire un reportage au club et qui m'avait dit, mais ce que vous faites, c'est ni du tennis ni du mini-tennis, c'est une sorte de tennis évolutif. Je lui ai dit, bah, écoutez, exactement. Donc, j'avais gardé le nom, Ouais. tennis évolutif. Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est exactement ça.